écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. On a le quorum? Oui, largement. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous pour une séance de conseil municipal normale. Normale, j'insiste là-dessus. Voilà, pas d'obligation de porter le masque. Un public qui pourrait nous rejoindre. Bon, le public reviendra peut-être tout doucement. C'est vrai qu'on sort de 2 années difficiles, compliquées. Voilà, donc on va reprendre un cours plus traditionnel pour organiser nos conseils municipaux. Bienvenue aux internautes qui vont nous rejoindre s'ils le souhaitent à l'occasion de cette séance du conseil. Alors, le quorum est atteint. Le quorum est atteint. Voilà. Les pouvoirs. Alors, on a quelques pouvoirs. Valérie Régana pour Patrick Necker. Waïba Afouf pour Julien Kawan. Touria Bami pour Corinne Marche. Et Didier Vantemsch pour Christian Duez. Hop. Désignation d'un secrétaire de séance. Oh là, mon voisin est candidat. Patrick Necker, merci. Donc, le compte-rendu du conseil municipal du 31 janvier, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre, il est donc approuvé. La liste des décisions de la maire. Oui. Oui, vas-y. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Oui. Monsieur Abderrahmane se met là-bas, c'est ça? Stéphanie Lemeur. Oui, parce qu'on reprend aussi un positionnement traditionnel. C'est cela, voilà. Plus de distanciation, je le disais tout à l'heure. Donc, sur la liste des décisions de la maire, dans le cadre de sa délégation de pouvoir, avez-vous des questions? Je n'en vois pas, donc je vous remercie. Elles sont validées. Sur la liste des marchés à procédure adaptée, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Également, donc, approuvé, validé. Et sur le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain, des questions? Non, je n'en vois pas non plus. Donc, c'est également validé. On va donc aborder l'ordre du jour du conseil municipal. Nous avons 17 points et bien sûr quelques sujets de la plus haute importance avant d'aborder le compte de gestion et surtout le compte administratif. Alors, nous allons bien sûr démarrer notre séance en évoquant la guerre en Ukraine. Bon, je vais aller à l'essentiel. Ça nous paraissait important de vous soumettre en proposition de manifester notre soutien aux populations ukrainiennes victimes d'une guerre atroce en attribuant à la protection civile une subvention. Voilà, vous savez que notre conseil a pour habitude, quand des catastrophes se produisent de par le monde, je pense à un séisme en Haïti par exemple, le Liban, enfin voilà. Donc nous avons pour coutume d'exprimer notre solidarité. Et bien sûr, s'agissant de cette guerre, il est plus que nécessaire de le faire. Donc vous l'avez peut-être vu en prenant connaissance de la délibération, nous vous proposons donc d'apporter un concours financier d'un montant de 5 000 €, qui est une somme importante à l'échelle de notre ville. Quelques petits points de comparaison quand on regarde d'autres collectivités. 5 000 €, c'est significatif pour Moissy-Cramayel. Voilà, mais c'est bien le moins, me semble-t-il. Enfin, écoutez, j'ouvre le débat si vous le souhaitez. Si vous souhaitez prendre part. Monsieur Duez. Oui, bonsoir. C'est une très bonne initiative. Après, c'est pour savoir, je sais que c'est très compliqué vu la situation actuelle, mais il y a eu un bel élan des Moissiens pour aider les Ukrainiens. Mais à terme, dans la reconstruction, je ne sais pas comment ça va se dérouler, je suis pas devin,
Mais on peut peut-être envisager un jumelage avec une commune d'Ukraine pour essayer de les aider à la fin du conflit. Voilà. Merci. En effet, c'est une possibilité. On l'avait fait, je me souviens, pour la Roumanie, à un moment où le dictateur Ceausescu, justement, démolissait des villages, des petites villes. Et il y avait eu un mouvement à cette époque-là qui s'était organisé en Europe pour adopter des jumelages un peu particuliers, pour adopter donc des villes roumaines, des villages roumains. C'est dans ce cadre-là que un précédent conseil donc avait proposé d'organiser un jumelage avec Bouchten. Ce pourrait être le cas. Regardons comment tout cela va évoluer. J'en profite pour bien sûr vous rappeler, mais vous l'avez vu, que Moissy s'est associé à l'organisation des collectes, notamment et exclusivement d'ailleurs en matière de produits sanitaires, tels que cela nous avait été recommandé. Sachez aussi que nous tenons prêts, si c'était nécessaire, à accueillir une famille dans un logement vacant, un logement qui a été occupé par des enseignants il y a quelque temps déjà, dans lequel nous avions accueilli une famille de jeunes Syriens, je me souviens. Donc ce logement est vacant, il est bien utile. Si jamais donc nous devions manifester aussi notre solidarité de cette manière, ce serait possible, voire plus. On regarde ce qui se passe. On est également en soutien de 2 familles moisséennes qui accueillent aujourd'hui des Ukrainiens. Voilà, à titre privé, si je puis dire, mais qui sont venus à notre rencontre. Bastien Gibault, mon directeur de cabinet, les a rencontrés, a échangé, a examiné dans quelle mesure on pouvait aussi accompagner ces familles moisséennes. Voilà, donc sachez qu'on est extrêmement attentif et que si c'était nécessaire, on pourrait mettre en effet un T4, un appartement de type T4, situé au sein du groupe scolaire Les Aulres, pour une famille. Donc on l'a fait savoir à une plateforme nationale, parce que vous savez que c'est géré au niveau national, comme ça, voilà. Le CCAS, bien sûr, est tout à fait mobilisé aussi. Et puis, on adapte des partenariats avec les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire. Voilà, donc on est totalement disponible sur ce champ-là aussi pour aider les familles ukrainiennes qui nous demanderaient, qui solliciteraient de l'aide. Voilà. Donc je retiens que vous êtes tous favorables à cette subvention. Donc je fais approuver donc cette délibération, pas d'abstention, pas de vote contre. La délibération est approuvée. Je vous remercie. Alors après un autre sujet qui revient régulièrement, à l'ordre du jour de notre conseil et à celui des communes qui composent Grand Paris Sud et à d'autres villes. Il s'agit du plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly. Vous savez qu'on est toujours extrêmement attentif aux décisions prises par donc la commission qui préside au plan de prévention du bruit dans l'environnement de Paris-Orly, parce qu'on se méfie beaucoup de ce qui est décidé. D'autant plus qu'on n'y siège pas, ni l'agglomération, ni aucune des villes de l'agglomération. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe, nous ne sommes pas associés. Récemment, nous avons appris que la commission consultative de l'environnement de Paris-Orly avait donc approuvé un PPBE, un plan de prévention du bruit dans l'environnement, qui ne nous convient pas, en tout cas qui ne reprend pas les propositions qui avaient été exprimées par notre conseil municipal dans le cadre donc de l'expression de Grand Paris Sud. Notamment, je vous le rappelle, on avait demandé un allongement de la durée du couvre-feu, 8 heures durant, de 22 heures à 6 heures. Ça n'a pas été retenu. Et on avait demandé donc l'interdiction du survol des avions les plus bruyants en soirée. Ça n'a pas été retenu non plus par cette fameuse commission dans laquelle nous ne siégeons pas. Voilà. Également, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce qu'on préconise pour lutter contre le bruit, c'est d'adopter un mode de décollage très vertical. Plus l'avion décolle rapidement et en verticalité, moins le bruit est perceptible par les habitants qui sont sous ces aires de décollage. Ça n'a pas été retenu non plus. Donc pour toutes ces raisons, je vous propose de réaffirmer nos convictions et notre opposition, sachant que bien sûr les 23 communes de Grand Paris Sud adoptent la même délibération et que nous l'adopterons également en conseil communautaire.
On l'a adopté ou on va... Oui, en bureau. On l'a adopté en bureau, c'est ça, la semaine dernière, c'est ça. Voilà, donc on réaffirme notre opposition au plan donc de prévention du bruit dans l'environnement. On dénonce l'absence de prise en compte des contributions donc, que je viens de rappeler. On réaffirme notre volonté de la mise en œuvre de cette procédure prise halte opti-bruit. On exige, peut-être vœu pieux, mais je crois qu'il faut être ferme, l'intégration de l'agglomération et par conséquent de la ville de Moissy au sein de cette commission. Et puis, on demande que lors du prochain PPBE de l'aéroport, donc, soit retenu ces préconisations. C'est pas facile. Il faut surtout pas baisser la garde. Il faut être constant. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais en tout cas, il est important que les collectivités affirment leurs convictions dans ce dossier qui peut toucher fortement les habitants. Je constate que Moissy, peut-être avez-vous un avis convergent ou différent, n'est pas trop exposé au bruit. Bon, mais on les voit quand même, les avions, et puis on les entend aussi parfois, quoi. Il faut être très, très vigilant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Anne-Marie Desmoulins. Tu veux bien mettre ton micro? Je suis très attentive à ça, puisque nous avions travaillé dans le cadre de Sénart à l'élaboration du PPBE, et je fais très attention à ce qui passe autour de nous. Alors, bien sûr, la direction du vent influe sur les trajectoires des avions, mais d'une façon générale, on est moins impacté qu'à une certaine époque. C'est vrai. Où c'était limite tolérable. C'est vrai. Bon. Voilà, à suivre. C'est vrai aussi que les beaux jours arrivant, on est plus sensible au bruit. Là, on se calfeutre un peu. Voilà. Voilà. Sur cette délibération, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Elle est approuvée. Donc, il faudra la faire parvenir aux organismes qui vont bien, puis au préfet de région, je pense. C'est à ce niveau-là. Voilà. Alors ensuite, on va aborder des sujets plus traditionnels qui reviennent chaque année. Notre compte de gestion, voilà, pour le moment. Donc, je vais demander à Julien Béraud de rapporter ce dossier. Julien. Bonsoir à toutes et tous. Merci Madame la maire. Avant de passer au compte de gestion, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à Stéphanie Blais, notre nouvelle directrice financière qui se cache là-bas, qui nous a rejoint en début d'année et pour qui c'est le premier conseil. Et grâce à qui nous avons pu sortir les documents du compte administratif, notamment, assez rapidement. Sous l'autorité de Jean-Baptiste, bien sûr. La dernière fois, tu m'as dit que je le remerciais trop, alors je ne le cite pas. Alors sur le compte de gestion, pour mémoire, c'est le compte présenté par le comptable public pour présenter la situation patrimoniale au titre de l'année 2021 concernant notre commune. S'agissant d'une autorité indépendante, je rappelle aussi qu'il est de coutume d'accepter le compte de gestion, et c'est le terme de la libération qui parle de constatation du résultat. Donc le comptable public nous a présenté un compte de gestion hors reprise des restes à réaliser de 2021, puisque nous sommes en comptabilité publique, comptabilité patrimoniale, donc on ne reprend pas les restes à réaliser. Le comptable ne prend que ce qu'il a constaté. Donc vous le trouvez en page 2 de la délibération, avec en section d'investissement et en section de fonctionnement, en section d'investissement, un résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2021 en déficit de 1 191 291,51. Au titre de la section de fonctionnement, 2 762 065 d'excédent, ce qui donne sur l'ensemble du budget voté pour la collectivité, et je reviendrai dans le détail naturellement sur le compte administratif qui est le résultat de l'ordonnateur, nous avons un excédent d'1 570 774,21 € au titre de l'année 2021. Donc il est demandé au Conseil de déclarer que le compte de gestion dressé par le comptable public pour 2021 n'appelle aucune observation ni réserve, et constater les chiffres que je viens d'évoquer. On va revoir ça plus précisément, en effet. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je n'en vois pas. Donc, sur ce compte de gestion, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Il est approuvé. Merci. Alors ensuite, je vais vous proposer d'élire un président de séance
pour la présentation du compte administratif. Et sans surprise, je vais vous proposer la candidature de Julien Béraud. Voilà. Y a-t-il des candidats? Oui. Bon, merci Julien. Voilà, donc tout le monde est d'accord, pas d'abstention, pas de vote contre. Julien Béraud est élu président de, voilà, pour présenter le compte administratif. Président de séance. Alors, passons au compte administratif où là, on va nous présenter un diaporama. Julien. Merci Madame la maire. Rappel, élection en tant que président, puisque techniquement la maire ne prend pas part au vote sur ce, bien évidemment, sur ce compte administratif, puisqu'elle est ordonnateur de la collectivité. Ça commence bien, ça ne marche pas. Il est allumé, Arnaud. Merci. Alors, forcément. Alors, le compte administratif 2021, quelques rappels. On va rendre compte de la réalisation des dépenses et recettes pour constituer les comptes de l'année précédente. Il est présenté par la maire au conseil municipal après transmission du compte de gestion que nous venons d'adopter par le comptable public au plus tard le 1er juin de l'année suivante. Le vote du compte administratif doit avoir lieu au plus tard le 30 juin de l'année écoulée. En ayant adopté un budget en décembre, ça nous permet d'avancer et d'avoir ce compte de gestion assez tôt dans l'année, puisqu'on est dans les premières communes à avoir le compte administratif sorti, puisque nous avons rencontré le comptable public qui nous est au 7 mars, il n'y avait que 7 communes en Seine-et-Marne qui avaient un compte administratif à jour, pour le point un peu technique. Le compte administratif, c'est le bilan financier qui nous permet d'établir l'analyse financière et d'apprécier la réalité de l'exécution et des propositions de dépenses et de recettes de l'année précédente telles que nous les avions votées. Pour mémoire, au budget 2021, nous avions en recettes et dépenses, puisque nous sommes une des dernières entités publiques à avoir l'obligation de présenter notre budget à l'équilibre, nous avions un budget total d'un peu plus de 41 millions d'euros qui se répartissait entre 27 millions 4 en section de fonctionnement et 13 millions 5 en section d'investissement, donc en dépenses et recettes, après l'adoption de notre BP fin 2020, d'un BS et de 2 décisions modificatives qui étaient pour l'année dernière particulièrement techniques et pas des DM très structurés. La section de fonctionnement, donc les rappels prévisions, 27,4 millions, on le disait. Nous avons réalisé en recettes hors reprise de l'excédent. Je rappelle que nous devons reprendre l'excédent de l'année d'avant que nous avions au titre de 2020. Cet excédent était d'1,8 million. Mais hors reprise de l'excédent, nous avons réalisé en recettes 26,2 millions, à quelques centaines d'euros près, moins les réalisations de nos dépenses qui s'établissent à 25,250 euros. Nous avons un solde d'exécution de la section de fonctionnement en 2021 de 952 353 euros. Ce solde d'exécution, on doit quand même le reprendre avec notre excédent d'1 713 pour avoir un solde cumulé en fin d'exercice de 2 762 066 tel que nous l'avons vu dans le compte de gestion présenté par le comptable public. Cet excédent de gestion, c'est à peu près les mêmes chiffres, mais présentés d'une autre façon. Enfin, c'est pas à peu près, ce sont les mêmes chiffres. L'écart sur les recettes prévisionnelles, à l'issue de notre BP, de notre BS et de notre décision modificative, donc 27,4 millions, nous avons perçu, avec l'excédent, un peu plus de 28 millions. Donc vous voyez, plus de recettes prévues que ce que nous avions inscrit au budget 2021, soit un volume de recettes encaissées qui est supérieur de 569 143 euros. En matière de dépenses, nous n'avons dépensé que 25 247 250 sur les 27,4 millions d'euros votés. Je le dis à chaque fois, mais je le redis encore, comme quand on espère 27,4 millions de recettes, on est obligé d'inscrire 27,4 millions de dépenses. On n'est pas obligé d'aller aux 27,4 millions de dépenses, et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle d'avoir un excédent. Donc un volume de dépenses réalisé qui était inférieur à nos prévisions à hauteur de 2 192 923. Si nous additionnons les recettes supplémentaires et les dépenses réalisées, nous avons bien un solde de 2 762 066 au titre de la section de fonctionnement
pour l'année 2021. Dans le détail des recettes en répartition par nature, vous en avez maintenant l'habitude. Total des recettes, 26 199 000, donc nous n'avons pas l'excédent, puisque l'excédent se met à part. 26,199, dont 383 522 en opérations d'ordre, on est sur des opérations comptables. 25 millions, donc 816 en recettes réelles encaissées, qui se répartissent en 14,86 millions d'impôts et de taxes, dont vous avez le détail. Les impôts locaux représentant 12,4 millions sur les 14,8 millions. Les dotations et participations de l'année 2021, 8,6 millions. Et lors de notre rencontre avec le comptable public, il a été noté la capacité de Moissy à aller chercher des subventions et des dotations, si je reprends l'expression, c'était avec les dents. Voilà, nous a dit notre conseillère aux décideurs locaux. Mais voilà, un fort niveau de subventionnement. Des produits, des services à 1,69 million € et nous y reviendrons parce que nous ferons un petit point sur l'impact Covid. J'aurais pu commencer par là, mais à force d'en parler, on le sait, l'année a quand même été impactée par le Covid. Et les autres produits réels, 618 000 €, dont des produits de cession d'immobilisation. Je vous rappelle la cession d'un bien à l'Allée du Château, notamment, et différentes recettes au titre de l'année passée. Dans un peu plus de détails, puisqu'on annonce 569 000 € de recettes supplémentaires, nous avons fait un travail de plus et de moins, des écarts positifs et des écarts négatifs. Je ne vais pas lire en ligne à ligne, mais vous voyez, nous avons des recettes supplémentaires sur des prestations de la CAF pour nos différents services, l'espace arc-en-ciel de multi-accueil, des produits de cession, j'en parlais avec le pavillon de l'Allée du Château, la taxe additionnelle des droits de mutation, plus de 100 000 € par rapport à nos prévisions, différentes subventions pour lesquelles nous avons fait des demandes en cours d'année, mais tant que nous n'avons pas de notification, nous ne les inscrivons pas au budget, et quand on a la notification, on peut constater au compte financier sans difficulté. Les écarts négatifs, vous le voyez, j'insisterai sur deux lignes, rétribution de services aux familles, location de salles, là on est sur de l'impact Covid et quelques subventions en moins que ce qu'on avait pu budgéter l'année passée. En matière de dépenses de fonctionnement, toujours en répartition par nature et hors opération d'ordre, nous avons eu 24 034 de dépenses réelles, donc décaissées réellement, sorties de notre trésorerie, qui se répartissent comme présenté. Donc les charges de personnel, 16 132 000 €, soit 97% des crédits votés l'année passée. Je vous rappelle l'hypothèse de montage du budget 2022 où nous étions partis sur une moyenne de 98% de réalisés par rapport au crédit voté. L'année dernière, c'est 97%. Donc ça semble hors événement exceptionnel décidé par nos partenaires extérieurs, comme l'État par exemple. Ça valide la stratégie. Donc les rémunérations, 16 132 000. Les charges à caractère général, 6 400 000 € avec une partie entretien, réparation des biens et bâtiments et frais de maintenance pour quasiment 1 800 000. Des dépenses de fluides et de carburant, les opérations de nettoyage et vous avez l'alimentation également, les fournitures de petits équipements. Les subventions et charges courantes au titre de l'année passée, les subventions aux associations que nous votons tous les ans, la contribution au SDIS qu'il faut préciser évolue chaque année en fonction de la population et du tarif fixé par le SDIS de Seine-et-Marne. Je ne lis pas l'ensemble des subventions et charges courantes, quasiment 1 million d'euros, et d'autres charges, des frais financiers qui sont en baisse par rapport à l'année précédente, l'attribution de compensation à Grand Paris Sud qui est stable d'une année sur l'autre, les provisions que nous avions votées, si vous vous souvenez, en 2021, à la demande du comptable public, notamment pour le passage à la M57 que nous avons adopté pour le budget 2022, des charges exceptionnelles, et le FPIC, je le referai jusqu'au bout, où nous sommes devenus contributeurs pour la première fois au FPIC, donc 25 000 € de dépenses au titre de 2021. En dépenses, les écarts, comme présenté sur la partie recettes, donc dépenses réalisées
non réalisés, 2 192 000 euros. Vous voyez les charges de personnel, moins 526 000 par rapport à nos prévisions. Les charges à caractère général, moins 936 000 par rapport à ce que nous avions budgété, avec les dépenses de fluide en moins. L'alimentation, 106 000 euros, nous avons un impact Covid, puisqu'au titre de l'année 2021, nous avons eu quand même des protocoles sanitaires successifs, modificatifs, changeant d'un jour sur l'autre avec des classes fermées en fonction et donc un impact sur la restauration et on a le pendant forcément en recettes. La rémunération d'un intervenant extérieur suit la même logique. Et voilà, vous avez différentes parties de dépenses qui conduisent à un cumul général de 2 192 000 euros de dépenses en moins sur la section de fonctionnement. Sur la section d'investissement maintenant. Le rappel de nos prévisions, 13 564 428 euros. Nous avons réalisé en recettes 9 220 851. En réalisation de dépenses, hors reprise de notre déficit de 2020, qui, je vous rappelle, au compte financier 2020 était de 2,3 millions. 8 millions, donc réalisation de dépenses 8 millions, un peu plus de 8 millions. Un solde d'exécution positif à 1 165 000, mais en reprenant l'excédent, puisque nous le devons au titre de la loi. Donc un solde d'exécution d'1 165 000 moins un déficit de 2 356 000. Nous arriverons à un solde cumulé de fin d'exercice hors reste à réaliser de 1 191 291 euros sur la section d'investissement. Une autre présentation sur la section d'investissement, puisque nous devons intégrer ces restes à réaliser. Donc les restes à réaliser en recettes, nous avons 3 546 000 euros. Les restes à réaliser en dépenses, 2 640 000, soit un solde de restes à réaliser positif d'un peu plus de 900 000 euros. Si nous reprenons le solde cumulé de fin d'exercice hors reste à réaliser d'1 191 000, auquel nous ajoutons ce solde positif de 905 000 euros de reste à réaliser, nous arrivons à un solde cumulé de l'exercice de 285 511 euros au titre de la section d'investissement pour l'année 2021. En termes de recettes, très rapidement, et pareil, je ne ferai pas du ligne à ligne, mais nous avons donc constaté 9 220 851 euros de recettes au titre de l'année dernière, avec un niveau de taxe d'aménagement de 743 000 conforme à nos prévisions. Un FCTVA de 813 000 euros, je le dis à chaque fois et je continuerai à le dire, c'est un gros travail des services de faire en sorte de payer ces factures, de payer les factures, d'avoir les factures, de les payer pour nous permettre de récupérer du FCTVA l'année suivante, du fonds de concours Grand Paris Sud, des diverses subventions. On retrouve notre mécénat vestiaire de foot. Et différents points. Nous avions un emprunt 2020 qui a été finalement conclu sur 2021. L'excédent ordinaire capitalisé 1 752 000 et différentes opérations d'amortissement. En recettes, en reste à réaliser, nous avons encore un petit peu de taxes d'aménagement au titre de l'année 2021 pour 38 000 euros. De la dotation politique de la ville sur le groupe scolaire de l'UNI, 216 000 euros à percevoir. Une subvention de la région sur le groupe scolaire de l'UNI pour 900 000 euros. Nous avions inscrit au budget 2021 un emprunt que nous n'avions pas débloqué l'année dernière pour 2,3 millions et de la DETR sur la cuisine centrale pour 92 000 euros qui nous avait été notifié mais que nous n'avons pas perçu. En matière de dépenses constatées, donc toujours hors déficit reporté, nos 8 millions de dépenses constatées. Vous avez les grandes lignes du PLU frais d'études et logiciels pour 317 000 euros. Notre attribution de compensation à Grand Paris Sud pour 368 000 euros. Acquisition et travaux, un peu plus de 3 500 000 euros. Et je vous présenterai, comme je l'avais fait l'année dernière, une petite carte qui reprend quelques travaux que nous avons faits sur la ville l'an passé. Le remboursement en capital de nos emprunts, des annulations de titres et des dépenses d'ordre. Que nous retrouvons de toute façon dans chaque section. Les dépenses en reste à réaliser, encore une partie sur le PLU frais d'études et logiciels pour 329 000 euros. Acquisition et travaux, 2 312 000 euros, dont une partie sur le groupe scolaire de l'UNI. Vous le savez, les travaux sont toujours en cours, donc nous avons 1 563 000 euros
en reste à réaliser de dépenses sur le groupe scolaire. Le focus sur les dépenses d'équipement par secteur. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 6,5 millions d'euros, reste à réaliser compris. Donc je ne vais pas faire du ligne à ligne, là aussi, hein, vous retrouvez les différents secteurs. L'éducation, on retrouvera le groupe scolaire de l'Uni. La voirie, où on peut constater quasiment 1 500 000 euros engagés, si on réfléchit en comptabilité d'engagement, c'est-à-dire avec nos restes à réaliser. 22% pour la voirie et les espaces verts, conforme à ce qu'on avait les années précédentes. De l'entretien de nos bâtiments, sur le secteur sport et jeunesse, la culture, la révision du PLU que nous avons engagé et qui se poursuit, notamment avec les balades urbaines, et quelques opérations diverses. 2 points un peu particuliers de travaux qui ont lieu. Le préau des Marronniers, vous le savez, on en a parlé dans cette instance avec ce qui s'est passé en 2020 sur ce préau, où nous avons constaté que la toiture connaissait quelques difficultés, si je peux l'exprimer ainsi. Donc les dépenses, on arrive à un total de 282 395 euros pour les travaux du préau des Marronniers. Vous avez la répartition entre 2020, où nous avons constaté engager les études, ce qui a été fait en 2021 et qui reste à réaliser sur ce qui reste à payer sur ce préau. Oui. On a enchaîné. Oui. Sur le groupe scolaire de l'Uni, là aussi détail de l'opération, les dépenses et les subventions notifiées. Donc vous voyez 1 705 000 euros de dépenses notifiées, 36% du montant des travaux subventionnés, du FCTVA qui est attendu à hauteur de 774 000 euros. Et vous avez le détail de l'opération, 4,7 millions, réalisé 2021, 1 153 000, reste à réaliser 1 562 000, je le disais tout à l'heure, en présentant la section d'investissement, et le budget 2022 à 2 millions d'euros. Sur l'impact de la crise sanitaire, pour vous rappeler qu'en 2020, au compte financier, nous avions 500 000 euros d'impact de la crise sanitaire pour la commune de Moissy. Le travail des services conduit à estimer l'impact sur 2021 entre les recettes perdues et les dépenses supplémentaires, puisque nous avons dû continuer à nettoyer, continuer à acheter des masques. Nous avons eu des élections pour lesquelles on a employé du personnel pour nous aider dans les bureaux de vote. Tout ça mis bout à bout, un impact de 330 000 euros sur 2021. C'est-à-dire quand même plus de 800 000 euros sur 2 ans d'impact de la crise sanitaire, à qui on a demandé aux collectivités de prendre sur leur budget et leurs fonds propres, sans compensation du niveau de l'État. Donc voilà, 840 000 euros sur 2 années d'impact de la crise sanitaire. En matière de désendettement, vous le voyez, le capital restant dû est en baisse à la fin de l'année 2021, légèrement au-dessus de 15 500 000, là où il était plus près des 16,5 millions l'an passé. Une capacité de désendettement alors qui augmente légèrement, mais c'est dû à la situation de notre CAF brut qui est à 1 500 000 euros positive, moins la déduction de ce qu'on rembourse en capital qui est légèrement supérieure. Nous avons une CAF nette qui est négative de 76 316 euros au titre de l'année 2021. Mais si nous n'avions pas cet impact négatif de 330 000 euros au titre du Covid, notre CAF nette serait positive en 2021. Donc 2 années de Covid viennent impacter fortement. Notre capacité de désendettement augmente légèrement. Le comptable public nous a bien rappelé que les accords du gouvernement avec les collectivités prévoyaient un seuil d'alerte à 12 ans. Donc il n'y a pas de péril en la demeure. On est sur une situation, on l'espère, qui va se partir dans l'autre sens avec une crise sanitaire qui nous impactera de moins en moins, et notamment une reprise, notamment sur les recettes, les recettes propres de notre collectivité. En termes de concordance, la conformité du compte administratif avec le compte de gestion hors reste à réaliser, pour ceux qui m'auront suivi.
nous arrivons bien dans les deux comptes à 1 570 774,21 € de résultats excédentaires, plutôt 2,7 millions si on intègre les restes à réaliser. Je l'ai promis. Déjà, on va virer ça. Nous sommes sur les travaux de voirie au titre de l'année 2000. Désolé, je ne veux pas vous donner le vertige. Au titre de l'année 2021. Donc nous avons un montant. Il y a aussi les travaux sur le groupe scolaire. Oui, oui. C'est la même couleur, mais il y a une différence. Et c'est vrai qu'il s'agit bien des travaux de voirie à 963 000. Travaux de voirie 963 000. Merci Lynn. Donc on retrouve bien nos deux groupes scolaires avec les montants que nous avons énoncés de travaux. Je vais pas tout citer, mais je vais quand même passer la carte. Vous avez l'aire de barbecue sur laquelle nous nous étions engagés et que nous avons réalisé. Des travaux sur la butte d'Arvigny qui sont principalement des travaux d'accessibilité au titre de l'année 2021 et je parle sous le contrôle de notre directrice générale. La sécurisation du parc omnisport que nous avions inscrit en budget supplémentaire. La rue de la Fraccinelle, je pense que si vous vous promenez dans Moissy, vous avez pu constater les travaux de voirie importants qui ont été réalisés sur cette rue au niveau des grès. Les deux parkings du centre-ville qui ont été de chaque côté de la rotonde et de la place du 14 juillet, le parking Bajot et le parking Fabre d'Églantine qui ont été refaits l'an passé. Et ensuite, nous avons principalement des travaux de voirie un petit peu de partout en diffus sur la commune. Donc voilà, vous présenter un petit peu cette vision panoramique des travaux de voirie qu'on a pu réaliser et groupe scolaire au titre de l'année 2021 sur la ville de Moissy. Cette carte illustre bien nos choix. Et finalement, s'agissant de la voirie, on arrive à dégager de manière constante maintenant près d'1 million d'euros par an. C'est bien, il faut le souligner, tout en continuant nos efforts pour entretenir les groupes scolaires, singulièrement celui de l'Uni qui coûte fort cher, mais on va finir par arriver au bout de ce chantier, en tout cas cette année. On l'espère bien. Voilà, y a-t-il des questions? Merci pour cette belle présentation, c'est vrai que c'est bien clair. Donc y a-t-il des questions? Monsieur Duez et puis juste une petite question et une explication de vote. On va s'abstenir, étant donné que c'est le budget, mais comme tous les ans. Juste une question, s'il y a une projection qui a été faite sur l'évolution, enfin, vous n'êtes pas devin, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'Ukraine, mais ni pour le budget, mais sur les fluides, le gaz, pour la collectivité, tout ce qui est bâtiments communaux. Est-ce qu'il y a une projection ou est-ce que vous avez une étude sur lesquelles vous basez voilà. Alors, une projection à l'instant T, non. Les services travaillent dessus. Il faut qu'on voit comment ça va évoluer dans le temps. Mais oui, on est en train de travailler dessus pour voir l'impact qu'on pourrait avoir sur l'année. Enfin, à minima sur l'année, avec différentes hypothèses d'évolution, 15, 20, 30%, pour voir comment, en effet, la guerre en Ukraine pourra nous impacter. On a imaginé une provision, si je suis bien informé. Oui. On a une provision. Par prudence, mais c'est vrai que c'est une estimation. Là, ça peut être en effet compliqué. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui, Aziz. Ouais. Donc, je remercie Julien de cette présentation parfaite. Donc, et l'administration aussi qui t'ont aidé à faire ce document parfait aussi. Donc, moi, je voulais poser la question du FPIC chaque fois dans la commission et j'oublie. Et aujourd'hui, je vais la poser. Pourquoi cette évolution de bénéficiaire et après on est contribuable? J'aimerais bien comprendre le système de. Alors retour en arrière. De l'AFPIC. Voilà. Donc, fonds de péréquation intercommunale. Fonds de péréquation intercommunale. Oui. Intercommunale. Oui. C'est ça. L'historique du FPIC, il faut retourner à la fusion de l'agglomération en 2016. C'était un fonds dont bénéficiaient les collectivités, notamment Ville-Nouvelle. Et le SAN-Sénart, côté Seine-et-Marne, était bénéficiaire du FPIC de manière historique, là où la partie essonnienne était contributrice
au FPIC est lourdement contributrice si on reprend les comptes. Lors de la fusion de l'agglomération Grand Paris Sud Seine-et-Saône-Sénart en 2016, la loi a prévu que l'agglomération serait bénéficiaire du FPIC au global, ne faisant plus de différence entre Essonne et Seine-et-Marne, mais certaines communes n'en bénéficiant pas à ce titre-là. Mais la loi a prévu une sortie du FPIC, une extinction du FPIC en réalité, ce qu'ils appellent une sortie en sifflet, avec pendant un temps la loi prévoyait que les collectivités étaient 100% bénéficiaires et qu'au fur et à mesure de l'extinction se rapprocherait, on deviendrait aussi contributeur. Donc en réalité, c'est une retenue sur la somme qu'on nous annonce. Voilà. Et c'est ce qui fait une mécanique un peu dépenses-recettes où on nous dit vous êtes bénéficiaire à hauteur de 311 000, mais on va vous piquer 25 000. Puis l'année prochaine, vous serez bénéficiaire à hauteur de 320, donc ça augmente, mais on va vous piquer 85. Voilà. Mais c'est la loi qui fait qu'on va vers l'extinction du SPIC, normalement 2026. Je crois qu'il y a eu je suis sûr, ça a été un peu réétalonné dans le temps. Ça aurait dû être un peu plus brutal pour l'agglomération. Normalement, la sortie était prévue fin 2023 et on a gagné 3 ans. Allez, plus de questions, je m'en vais. À vous de jouer. Il faut faire noter ça. Merci de vérifier la porte. C'est bon, c'est fermé. Donc, sur le compte administratif 2021, y a-t-il des abstentions? 4 pour le groupe de Unis pour Moissy. Des votes contre? Adopté. Je vous remercie. On peut aller chercher Madame la maire. Ça fait un peu vaudeville. Tout s'est bien passé? Bien. Je m'associe au remerciement de Julien vis-à-vis des services. Et merci Julien également pour le suivi très sérieux et très rigoureux de nos finances. Voilà, donc je vous propose de poursuivre. Et je vais vous présenter une délibération qui concerne quelque chose de nouveau. Ça s'appelle le contrat de relance du logement. Donc je vous propose de candidater auprès de l'État pour bénéficier de ce nouveau dispositif qui consiste en fait pour l'État à soutenir les villes qui construisent du logement. Voilà, très résumé, mais très simplement, c'est ça. Ça vous rappelle peut-être quelque chose pour certains d'entre vous. On parlait des aides de l'État aux maires bâtisseurs. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu cet héritage. L'État comprend bien que construire des logements, ça coûte aux communes. Et donc, comme par ailleurs, on a vraiment besoin de logements et que l'État demande aussi aux communes de construire, il a pris conscience qu'il ne suffisait pas de demander, il fallait peut-être aussi montrer des signes concrets de soutien aux villes qui acceptent de construire des logements pour toutes ces populations demandeuses. Je vous rappelle, en Île-de-France, il faudrait construire 70 000 logements nouveaux par an pour répondre à la demande. Et je me souviens, il y a quelques années, c'était 50 000. Maintenant, c'est 70 000. Voilà, donc, ce contrat de relance est doté de 350 millions d'euros sur 2021 et 2022. Il a vocation à être signé entre l'État, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et les communes volontaires, voilà, qui construisent donc ces logements. Alors, il y a des critères, pour pouvoir y prétendre. Le montant de l'aide, c'est 1 500 € par logement. Donc, c'est quand même significatif. Et quand on applique ces critères et qu'on fait le calcul avec cette somme donc à appliquer pour les logements éligibles, ça va représenter pour nous, et c'est très très intéressant, une somme de 415 500 €. C'est-à-dire que cette année, dans la période donc du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, nous construirons à Moissy 277 logements
éligibles à ces 1 500 €. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne surprise. Hein, on savait que ça allait venir, mais on savait pas trop quand. Donc là, ça y est, le dispositif est en train d'atterrir. Donc évidemment, il ne faut pas se priver de solliciter ce concours financier de l'État, ce que je vous propose de faire. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Duez. Oui, juste une petite question, une petite remarque. J'ai plus l'impression que cette aide, ça favorise un peu les logements collectifs, parce que je comprends bien que vous puissiez pas calculer le nombre de pavillons, parce qu'on construit beaucoup d'immeubles, notamment à Chanteloup. Mais j'ai l'impression que cette aide, même si elle est fort sympathique pour les finances de la ville, elle incite quand même grandement à construire beaucoup d'immeubles et peu de pavillons. Voilà. Je vous remercie. Voilà. C'est vrai, ben ça renvoie. Bon, c'est vrai que quand l'État flèche des aides, il y a des conditionnalités, et on voit très bien qu'aujourd'hui les réflexions vont plutôt vers la densité, la densification, et moins vers l'étalement urbain. Hein, donc il y a effectivement un coefficient de densité inscrit dans la délibération, une densité inférieure à 0,8 n'ouvre pas droit donc à cette aide. Et c'est vrai que c'est un encouragement à construire des petits collectifs. Voilà, ce que nous faisons d'ailleurs pour partie dans le nouvel écoquartier de Chanteloup, mais qu'on avait fait aussi à Jattot, et qu'on a toujours fait de manière assez constante à Moissy-Cramayel, même si aujourd'hui les petits collectifs sont plus nombreux. Voilà. Donc, alors on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, à Grand Paris Sud, à bénéficier de ce dispositif, mais c'est vrai que dans la mesure où nous développons encore une ZAC de logement, dont le foncier est maîtrisé par l'État, eh bien, nous allons pouvoir cette année donc encaisser 415 500 €. Oui. Je pense que par rapport à l'intervention de M. Duez, la commune n'a pas intérêt par rapport à 1 500 € de multiplier les logements collectifs par rapport à l'individuel, par rapport à la somme qu'on a délibérée aujourd'hui. Je pense que c'est une volonté politique, une manière d'aménager la ville. C'est pas par rapport au montant de 1 500 € qu'on va augmenter les logements collectifs, sinon c'est un peu trop bas. Non, mais la preuve, quand on a défini notre projet de ZAC, on n'était pas informé de cette aide. Bon, voilà, c'est vrai que c'est une opportunité pour nous, clairement. Oui, Monsieur Duez. Ouais, parce que à l'origine, sur le précédent mandat, quand j'avais vu les plans sur Chanteloup, enfin ce qui était prévu, à un moment donné, il y avait quand même une partie assez conséquente de pavillons. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on les recule au fur et à mesure. J'ai pas dit que c'était de votre fait. Hein. Voilà, je suis pas d'accord sur beaucoup de positions. Je sais que ça vous arrive clé en main. Vous n'avez pas envie de pas signer. Enfin, voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais j'ai l'impression que sur les premiers plans, quand on avait fait la ZAC Chanteloup, il y avait quand même une proportion de logements individuels qui était un peu plus conséquent. Et je sais pas si c'est comme l'Arlésienne, mais je les vois pas venir en fait. Voilà. Alors, j'ai pas en tête, mais je pense que c'est quand même de l'ordre de 2 tiers collectifs, 1 tiers individuel, je crois, cette ZAC. Hein. C'est comme ça qu'elle a été approuvée en 2010, je crois, par une précédente assemblée, bien sûr, délibérante. Donc, ce que je peux simplement dire, c'est qu'actuellement, la ZAC se développe autour du groupe scolaire de Chanteloup et de la crèche, et que la centralité de ce nouveau quartier, elle est là. Et donc, une centralité en termes d'urbanisme, ça signifie aussi des immeubles collectifs. Et c'est aux franges, plus on se retire, j'allais dire, on prend de la distance par rapport au centre de la ZAC, et plus on trouvera des pavillons, et c'est prévu dans la finition, j'allais dire, en tout cas de cette première partie de ZAC, puisqu'on travaille actuellement sur 1200 logements. Il sera prévu donc des quartiers, donc aux franges, hein, qui seront composés de beaucoup plus de pavillons. On a même évoqué des lotissements, des lots à bâtir, hein, ce qui est très très demandé, on le sait. Donc il y a des espaces, il y a du foncier réservé pour des lots à bâtir quand on aura donc achevé la première partie de la ZAC. Voilà. Sur ce contrat de relance et cet acte de candidature, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. La délibération est adoptée. Je vous remercie. On a une idée du délai de versement de ces crédits? Début 2023. Notification fin 2022 et versement 2023. D'accord.
Merci. Alors, ensuite, il s'agit d'orthophotographie. Betty Chappe. Merci. Cette délibération nous propose d'acquérir l'extrait concernant notre commune d'une orthophotographie. Donc, ça veut dire une photographie aérienne qui est achetée globalement pour le territoire par GPS et qui est une photographie géoréférencée. Donc, c'est un outil cartographique, hein, c'est pas une photo toute simple, c'est un outil cartographique qui permet à la direction de l'urbanisme, évidemment, de projeter, de travailler, en fait. Hein. Et donc, cette proposition est faite contre l'abondement à hauteur de 600 € pour avoir notre extraction. Donc, ce qui vous est proposé, c'est une convention que si nous adoptons cette délibération, Madame la maire aura la possibilité de signer avec Grand Paris Sud. Voilà, pour 600 €, un document photographique indispensable pour bien travailler. Je pense que personne n'est contre, ni ne s'abstient. La délibération est approuvée, je vous remercie. Merci Betty. Alors ensuite, une autre Betty Yamo, sur des délibérations qui concernent le jeune enfant. L'établissement d'accueil du jeune enfant, modification des critères d'attribution. Betty Yamo. Merci Madame la maire, excusez-moi. Alors, donc pour ce soir, en ce qui concerne l'établissement d'accueil du jeune enfant, il y a des modifications concernant les critères d'attribution. Pour rappel, la ville de Moissy-Cramel gère donc 2 établissements d'accueil du jeune enfant, la crèche familiale et le multi-accueil. Ces structures proposent des accueils réguliers, occasionnels ou d'urgence. Donc, en fonction des besoins de garde des familles, des places qui sont disponibles. Donc, dans le cadre du projet d'établissement, elle veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi que leur développement cognitif. Par sa délibération 19051 du 1er juillet 2019, le conseil municipal a approuvé le règlement de la composition de la commission d'admission pour que l'attribution des places dans les 2 établissements se fasse dans la plus grande transparence auprès des habitants de la commune. Au vu du décret 2021-11-15 du 25 août 2021 relatif au relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissement et l'évolution de l'organisation des services municipaux, nous sommes amenés aujourd'hui à apporter quelques modifications de forme au règlement de la commission d'admission. Compte tenu de cette actualisation, nous proposons, qui transforme le RAM en RPE, donc relais petite enfance, il est également proposé d'affiner la grille des critères permettant l'étude des dossiers en prenant toujours en compte les besoins des familles, la mixité sociale et l'accès de tous les enfants, y compris les enfants issus de milieux de familles en situation de vulnérabilité ou dont les parents sont dans des parcours d'insertion sociale ou professionnelle. Il est tenu compte dans ce cadre des éléments suivants, donc de l'antériorité de la demande de l'accueil, du nombre de places disponibles et de l'équilibre des tranches d'âge de chaque structure en cohérence avec le projet pédagogique des établissements, des besoins des parents en termes de temps d'accueil, de la situation familiale des professionnels ou du parent. Enfin, il est également pris en compte la situation particulière justifiant une admission dans l'intérêt de l'enfant à la demande, par exemple, de la PMI et dans l'intérêt premier de l'enfant, par exemple, l'hospitalisation d'un parent ou dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle. Il vous est donc demandé d'approuver ces modifications et d'autoriser Madame la maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci Betty. C'est plus des ajustements, non? Il n'y a pas de révolution, je pense. Non, c'est plus des ajustements. D'accord, très bien. Y a-t-il des questions? Monsieur Duez.
Oui, juste une petite question par rapport à la cartographie des parents des familles, des enfants à la crèche. Vous savez, par rapport aux critères, le nombre de gens, des deux parents qui travaillent, les personnes un peu en vulnérabilité qui sont accueillies ou autres. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la population sur la cartographie des enfants, Alors, enfin des familles. Alors, on ne tient pas de cartographie par rapport aux situations des familles, dans la mesure où on n'est pas tenu de le faire et que les places, on se conforme au règlement d'attribution et que toutes les places sont attribuées en fonction de ce règlement. Il n'y a pas on ne cherche pas absolument à savoir quels sont les types de familles. Enfin, on n'a pas le droit de le faire normalement, parce que ça va pas nous rapporter. C'était pas une critique dans ce que je voulais dire. C'était vraiment par rapport à. Je réponds simplement. Voilà. Oui, merci. Mais je pense pas que ce soit contre la loi d'établir la population la cartographie, des familles qui bénéficient de la crèche. Justement pour peut-être approfondir sur certains points, parce que quand je vois, il y a certains candidats qui parlent pour les présidentielles d'avoir un droit opposable à la crèche dans les 5 ans, voilà. Je juge pas, c'est juste pour savoir si nous on serait déjà dans les clous ou voilà, parce que c'est par rapport aux personnes vulnérables notamment. Voilà, merci. Il y a des critères d'attribution, donc du coup on les applique, tout simplement. Et puis au niveau de la CAF, il faut savoir qu'on est tenu de recevoir et tous les enfants. Il n'y a pas il y a des critères d'attribution, mais on n'est pas obligé de chercher à savoir est-ce qu'il y a plus de parents qui sont dans la vulnérabilité ou pas. Il y a des critères, on les applique et on donne les places qui sont disponibles. Voilà. Voilà. On sent quand même que l'État, par le truchement des CAF, souhaite apporter une attention plus soutenue aux familles vulnérables. Moi, c'est ce que je retiens, en effet. Voilà. Bon, après, heureusement, après, ne nous oblige pas à faire une cartographie. Il y a un fléchage quand même. Il y a un fléchage. J'ai bien compris que c'était pas une obligation, mais je vous dis, c'est pas parce que c'est pas une obligation qu'on n'est pas obligé de pas le faire. Voilà, merci. C'est noté. Merci. Bien, sur cette délibération, y a-t-il d'autres remarques? Les abstentions, des votes contre, elle est approuvée. Merci. La suivante, une modification du règlement. Betty. Alors, comme pour le règlement d'attribution des places, il s'agit de tenir compte de l'évolution du cadre réglementaire des modes d'accueil du jeune enfant, conformément à l'ordonnance ministérielle du 19 mai 2021 relatif aux services aux familles, d'une part, et d'autre part aux sollicitations de la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne. Dans ce cadre, il convient d'actualiser les règlements de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil de jeunes enfants. Ces modifications portent principalement sur 5 points. Le premier point concerne les modalités de calcul de la participation familiale, horaire applicable aux 3 modes de garde, aux 3 modes d'accueil. Le deuxième point concerne, et conformément à l'article R2324-39 du Code de la santé publique, pour chaque établissement, il est fait mention des missions du référent de santé et d'accueil inclusif. Le troisième point porte sur l'actualisation des droits à la formation et congés des assistantes maternelles au chapitre 8 du règlement de la crèche. Le quatrième point est conformément à l'article R2324-46-4, créé par le décret 2021-1331 du 30 août 2021, le taux d'encadrement au règlement de fonctionnement des 2 établissements a été rajouté. Et enfin, le 5e point concerne le remplacement en annexe suite à l'actualisation du règlement de fonctionnement de la commission d'attribution. Dans ce cadre, il vous est donc demandé d'approuver ces modifications et d'autoriser Madame la maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Merci Betty. Là encore, des ajustements qui sont, j'allais dire imposés, mais le terme n'est pas négatif, mais par la CAF, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Donc, il faut en prendre acte et le prendre en compte. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, cette modification de règlement intérieur est adoptée. Et enfin, un avenant à la convention d'objectifs, justement, d'objectifs et de financement entre la CAF et Moissy. Alors, donc, pour rappel, le décret 2021-11-15 du 25 août, dont on a fait référence tout à l'heure, 2021, renomme les structures RAM, donc relais assistantes maternelles, en RPE, donc relais petite enfance, et redéfinit leur mission. Dans ce cadre, la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne propose un avenant à la convention qui la lie avec la commune au titre du fonctionnement du RAM pour intégrer cette nouvelle réglementation. Il y a 4 points qui sont modifiés par rapport à cette nouvelle réglementation. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le nom relais assistante maternelle RAM est remplacé par relais petite enfance RPE dans l'ensemble du document. Il y a l'actualisation du chapitre 1 concernant les missions du relais petite enfance au regard du référentiel national. Le remplacement de l'article 1.2 des paragraphes suivants. Donc, dans cet article, il y a 2 paragraphes qui ont été modifiés. Ainsi écrit, donc, le traitement d'informations sur les modes d'accueil formulés par les familles sur le site monenfant.fr et la promotion de l'activité des assistantes maternelles et l'aide au départ en formation continue des assistantes maternelles. Et ces paragraphes sont remplacés par le paragraphe suivant. Le guichet unique et le traitement des demandes formulées sur le site monenfant.fr. L'analyse de la pratique et la promotion renforcée de l'accueil individuel par la mise en œuvre d'une stratégie de communication. 4e et dernier point, au niveau de l'article 1.3, le paragraphe suivant. Les objectifs poursuivis pour le bonus territorial CTG est remplacé par les termes suivants. Au regard de l'activité du service, sachant que ce point fait référence à la convention territoriale globale et précise qu'il convient d'informer le conseil d'administration de la CAF de toute modification substantielle du fonctionnement du RPE. Il vous est donc demandé d'approuver les termes de l'avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale pour l'octroi de la prestation de services au titre du fonctionnement du relais petite enfance de la ville de Moissy-Cramayel pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et d'autoriser Madame la maire à signer tout document y référent. Bon, bravo. Un peu fastidieux, hein. Pas très bon, voilà, on a un petit peu de mal à suivre, il faut bien le reconnaître, c'est assez technique. Mais en même temps, on n'a pas le sentiment que ça bouleverse voilà, le fonctionnement de nos services, c'est bien ça. Donc, faisons confiance, la CAF, c'est certainement ce qu'elle fait. Donc, ce n'est plus relais assistant maternel, c'était en l'espèce surtout des assistantes maternelles d'ailleurs, et du coup, le nom plus neutre de relais petite enfance conviendra certainement mieux. Mais enfin, il faut changer tous les logos, les papiers, c'est ça, il faut machins, tout actualiser. C'est pas très... Enfin bref. Bon, il faut le faire, on n'a pas le choix. Vous savez que la CAF est un partenaire très important financièrement. Hein. Là, on nous rappelle que pour le relais petite enfance, puisque ça s'appelle maintenant comme ça, la subvention 2021 était de 47 000 €. Donc voilà. Quoi. Si ces messieurs dames de la CAF ont pris ces décisions, on les respecte. Je vous propose leur approbation. Pas de souci, pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Merci Betty. Merci. Voilà, on retourne vers des finances avec une modification du tableau des subventions, Julien. Oui, déjà. Merci Madame la maire.
Alors, délibération en effet pour modifier notre tableau des subventions tel qu'adopté le 13 décembre dernier dans le cadre du budget primitif. 2 points. Le premier point ajoute une subvention de 250 € à la demande de Madame Belinda Honnet, une habitante de Moissy, qui a participé du 20 au 24 janvier 2022 au raid Laponie Trophy, qui est une aventure au féminin non loin du cercle polaire, pour une association qu'elle souhaite soutenir, qui s'appelle Vivre comme avant, qui apporte son soutien et aide morale aux femmes soignées pour un cancer du sein, et qui est animée par des femmes bénévoles ayant elles-mêmes toutes vécu un cancer du sein. Madame Honnet s'est tournée vers la ville puisqu'elle a participé à cet événement et qu'un de ses sponsors qui devait assurer la prise en charge des équipements à hauteur de 1 500 €, ce sponsor s'est retiré. Elle n'a pas pu nous saisir en amont de l'événement, sinon on aurait pu tenter de nouer un véritable partenariat avec Madame Honnet. Mais elle s'est tournée vers nous en nous demandant de bien vouloir soutenir au moins partiellement la compensation de la perte de ce sponsor, donc à hauteur de 250 € sur les 1 500 € perdus. Et à l'avenir, Madame Honnet nouera dans chacun de ces événements un partenariat avec la ville, notamment sur différents supports, utiliser le logo de la ville de Moissy, partager son expérience sur nos supports de communication et auprès du jeune public moisséen, puisqu'elle porte une mise en avant du sport féminin, de la solidarité et du dépassement de soi, qui sont des valeurs qui nous parlent dans notre ville. Donc on vous propose d'ajouter ces 250 € de subvention à la demande de l'intéressé. Le deuxième point sur le tableau de subventions, c'est une reventilation d'une subvention votée, puisque dans le même BP 2022, nous avions décidé d'allouer 1 350 € à l'amicale du commissariat de police de Moissy, qui était une subvention en hausse de 1 000 € par rapport à 2021, puisque une salle de sport se créait dans l'actuel gymnase Jean Jaurès pour l'utilisation du commissariat, et nous avons été informés qu'en réalité il y avait 2 associations, l'amicale du commissariat de police à laquelle nous versons de manière traditionnelle 350 €, et le Sporting Club Agglomération Melun-Sénart, auquel nous versons les 1 000 €, donc nous redispatchons les 1 350 € en deux entités. Il n'y a pas de surcoût, donc on vous propose de décider une modification du tableau des subventions en attribuant à Madame Belinda Honnet un montant de 250 €, à l'amicale du commissariat de police 350 € et au Sporting Club Agglomération Melun-Sénart la somme de 1 000 €, donc un impact de 250 € sur notre budget. Merci Julien pour la prise en compte donc d'une aide supplémentaire à une habitante de Moissy, donc qui a réalisé une performance sportive exceptionnelle. Et puis donc si je comprends bien, on subventionne 2 associations au titre des policiers, au titre de la police nationale, c'est ça. Mais bon, ça fait partie de nos bonnes relations. Ils nous le demandent gentiment, on va pas refuser. Voilà, sur ces subventions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Duez. Oui, juste pour savoir si Madame Honnet, elle a pu bénéficier pour faire le raccord entre les 250 et les 1500, si elle a sollicité d'autres collectivités ou d'autres, parce que c'est un beau geste de la ville, mais c'est pas beaucoup parce qu'elle perd quand même de l'argent. Enfin, la cause est noble, mais si elle perd 1250 de sa poche, c'est pas cool. Je sais que Julien va pouvoir vous répondre, car j'ai déjà posé la question. De mémoire, oui, il y a eu d'autres demandes. J'ai pas le détail, mais oui, il n'y a pas de perte. Bien, voilà. Je vais soumettre la délibération au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Est approuvé. Mais j'en profite, j'ai reçu il y a quelques semaines un courrier de Monsieur Turba, le président de l'Orchestre d'harmonie de Moissy, qui était très touché par le fait que nous avions abondé la subvention habituelle de la ville, pour l'Orchestre d'harmonie de Sénart. De Moissy-Cramayel, pardon, c'est un lapsus. Pour l'Orchestre d'harmonie de Moissy-Cramayel, la ville donc verse depuis des années maintenant 3 800 € et l'agglomération versait 1 500 €. Et l'agglomération a changé de stratégie, ne subventionne plus l'association et donc voilà, avec avec souplesse, on a compensé, et vous l'avez accepté lors du vote du budget, on a donc compensé ce manque à gagner et le président de l'orchestre tenait absolument à exprimer ses remerciements à notre Assemblée et souhaitait que je vous le fasse savoir. Voilà qui est fait.
C'est vrai que sans notre orchestre d'harmonie de Moissy, je ne sais pas ce qu'on ferait. On le sollicite très souvent, il répond toujours très aimablement, avec beaucoup de motivation. Donc c'est bien de continuer comme ça. Alors j'avais fait voter la délibération, donc on va passer à la délibération suivante. Toujours présentée par Julien, une convention d'objectifs et de financement entre le comité des fêtes et la ville de Moissy-Cramayel pour l'année 2022. Une délibération qu'on a connue par le passé, qui s'explique par le fait que nous avions voté une subvention pour notre comité des fêtes à hauteur de 25 000 € dans le budget 2022. Elle était moindre les années précédentes du fait du Covid et des incertitudes qui ont pu exister sur... Plus tard, Olivier, qui étant président du comité des fêtes, sort pour cette délibération. Donc, il était moindre puisque nous n'avions pas notamment autant d'événements et de feux d'artifice. La convention que nous passons avec le comité des fêtes de Moissy-Cramayel vient régir les obligations réciproques de la ville et du comité. La ville va s'engager au versement d'une subvention de 25 000 € et la présente convention qui sera signée par Madame la maire et la trésorière de l'association permettront le versement. Différentes aides en nature pour le comité des fêtes, notamment la mise à disposition gratuite et permanente du local des Charmilles qui se trouve juste derrière la mairie, une prise en charge de la ville des dépenses de fluides et selon les demandes et disponibilités, une mise en place des équipements municipaux ainsi qu'une aide à la communication puisque les activités proposées par le comité des fêtes sont diffusées sur les différents supports de la ville. Le comité des fêtes va également s'engager à organiser, conformément à ses statuts, des événements festifs, contribuer à développer une image de la ville qui soit dynamique et attractive, adopter une politique tarifaire mesurée et participer à un certain nombre d'événements au sein de la commune, notamment celles qui sont organisées par la ville, le forum des associations ou le marché de Noël. Sa subvention de 25 000 € devra être affectée aux manifestations dont je viens de parler. Elle devra, cette communication, évoquer la ville de Moissy dès que nécessaire. Le comité des fêtes devra également adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux règles en vigueur, avec des opérations d'évaluation et de contrôle qui seront réalisées par la collectivité, avec des contrôles du bilan budgétaire et du compte de résultats, du rapport d'activité qui devra être présenté par l'association et de tout document qui permettront de bien refaire ressortir l'activité et les comptes du comité des fêtes, ce qui viendra conditionner le versement de la subvention l'année d'après, en tout cas conditionner la demande budgétaire que formulera éventuellement le comité des fêtes pour l'année suivante. Une convention qu'on a déjà connue, qui ne bouleverse pas les choses. Voilà, on vous propose d'autoriser la maire à la signer, surtout pour verser la subvention aussi à notre comité des fêtes. Merci Julien. Oui, en effet, Olivier Canard, qui a été élu président du comité des fêtes, donc ne participe pas au vote concernant cette délibération. Ça ne serait pas judicieux, approprié. Et c'est également la trésorière qui signera la convention et non pas notre collègue. Voilà. Donc, c'est une reconduction. Hein. On a toujours connu cette convention. Il faut délibérer puisqu'il s'agit d'une subvention importante de 25 000 € et un seuil qui nous impose donc de délibérer. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vous remercie donc de bien vouloir passer au vote, des votes contre, des abstentions. Très bien. La convention avec le comité des fêtes est approuvée à l'unanimité. Voilà, on va rechercher Olivier Canard. Ensuite, je donne la parole à Antonia Bergano pour la présentation d'un projet innovant, la création d'une boutique éphémère. Donc, à Moissy. Antonia. Merci, Madame la maire. La commune de Moissy-Cramayel a souhaité développer le concept d'une boutique éphémère afin de redynamiser et d'accroître l'activité du centre-ville. Ce dispositif permet à des commerçants, des artisans ou des artistes de venir tester leur création et leur commercialité dans un lieu qui ne leur est pas habituel ou pour une activité spécifique. Le principe consiste à sous-louer à des professionnels un local situé au 251 rue Avenue Philippe Bouur et dont la commune est locataire pour une durée maximale de 2 semaines.
Les bénéficiaires de la sous-location seront choisis par la commune sur appel de candidature en vertu du règlement voté au conseil municipal. Les montants des loyers varient entre 150 et 250 selon la période de l'année. De par leur nature et au regard des objectifs de la commune, certaines activités sont exclues de ce dispositif, telles que la restauration, activités de service, profession libérale, commerce alimentaire, activités industrielles, activités d'ordre esthétique. Il est donc proposé au conseil municipal de décider la création d'une boutique éphémère municipale et d'approuver le règlement du fonctionnement. Merci Antonia. Il s'agit d'un local qui est situé donc sur la place Marie Curie, à proximité du restaurant Pizzaiolo, et c'était un local qui accueillait un salon de coiffure, hein, c'est ça. Donc aujourd'hui n'est pas occupé. Donc la ville s'est portée auprès de la SODES pour louer ce local et l'animer en proposant un fonctionnement de boutique éphémère. Voilà, et c'est ce qui vient de vous être présenté. Il s'agit à la fois du projet et du règlement intérieur. Y a-t-il des questions? Oui, non, oui, c'est une bonne idée. Hein. On avait eu la même dans notre programme, mais c'est une autre question. Juste une précision, quoi. Ben oui, je dis que c'est bien, tu vois. J'ai juste deux petites remarques. Est-ce que vous avez, pour déterminer les 2 semaines maximales, vous avez vu ça comment? Parce que des fois, ça peut être une boutique éphémère, mais si on a quelqu'un qui veut se positionner pour 1 mois, est-ce que le bail est renouvelable, entre guillemets? Parce que je crois que c'est 15 jours, après c'est tout. D'où le terme éphémère, mais est-ce qu'on peut le prolonger? S'il y a personne, autant que la personne qui a pris 15 jours, qui se dire 1 mois, elle puisse rester. Et est-ce que vous avez envisagé par la suite de faire, je sais que c'est pas le même aménagement, c'est pas le même budget, mais quelque chose par rapport à l'alimentaire? Parce que là, vu la liste restrictive, si vous avez des exemples vous avez déjà dû étudier, pour me donner un exemple d'une boutique d'un artisan qui puisse s'installer, mais si derrière on pourrait pas réfléchir peut-être l'année prochaine à aménager ce local pour pouvoir accueillir des artisans, je sais pas, un poissonnier qui vient pendant 15 jours ou des choses comme ça peut être sympathique, en dehors du marché. Merci. Antonia, je te laisse. Pour l'instant, on s'était plus positionné sur pas d'articles de bouche, hein, pas de commerce de bouche. Après, il s'agit de ne pas faire concurrence à des choses qui existent déjà. À nos commerçants, tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a exclu. Par contre, par rapport à la question, si quelqu'un veut rester plus longtemps que les 15 jours, et si c'est possible, est-ce que il y a un avenant à la convention, je suppose? Il faut revoir la convention. Oui. C'est pas souhaitable. On souhaite une rotation parce que c'est quand même, c'est un objet un peu spécial. Hein. Maintenant, ce sont des nouveaux dispositifs d'animation des centres-villes. Ça fonctionne bien d'ailleurs. On a déjà repéré depuis un certain temps déjà, à l'occasion du marché de Noël par exemple, ou du marché des producteurs locaux, des personnes intéressées. Et je le répète, vraiment l'objet c'est de ne pas proposer des commerces ou des activités qui existent déjà. Même sur le marché forain par exemple. C'est vrai, s'agissant d'un poissonnier, il y en a un sur le marché forain depuis quelque temps. Donc ça serait pas le but. Et puis je pense que la boutique aussi ne serait pas adaptée. Hein, parce que par exemple un poissonnier c'est vraiment un aménagement très très particulier, ou pour tout commerce de bouche d'ailleurs ce sont des aménagements particuliers. Là c'est une toute petite boutique, l'idée est beaucoup plus d'y accueillir des artisans. Voilà. Non, mais si ça fonctionne, je pense qu'on pourrait peut-être évoluer sur sur quelque chose de plus. Il y a des villes qui font de l'alimentaire en éphémère. Après, c'est vrai que c'est un équipement qui est différent. Il faut voilà. Mais sans faire concurrence, mais le poissonnier, il vient depuis peu. Enfin, il revient depuis peu et il n'est pas là tous les jours. Donc la concurrence, ça se limitera à 2 jours par semaine peut-être. Et c'est sur 15 jours. Donc je pense qu'il s'en remettrait. Mais ça peut proposer et puis ça peut attirer parce qu'on dit qu'on veut pas faire de concurrence aux commerçants, mais si ça vous avez une boutique éphémère, ça attire toujours un peu d'attractivité. Donc quelque part, tout le monde en bénéficie. Voilà, c'est juste ça. Merci. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire, mais c'est vrai qu'un poissonnier, c'est des appareils pour tenir frais. Voilà, un boucher, c'est pareil. Non, je crois que c'est pas le but. Qui plus est, on pourrait pas le faire dans un autre local, parce que je vous ferai remarquer que tous les locaux, donc notamment en propriété de la SODES, sont aujourd'hui loués
Aujourd'hui, on a une occupation à 100% avec ce projet, pour conclure, des espaces, donc des boutiques du centre-ville. Hein. Donc voilà. Déjà, commençons à voir avec cette petite boutique comment ça se passe, et puis on fera le bilan, bien sûr. On y reviendra. Oui, Anne-Marie. Pardon. Vous en avez une à Melun qui fonctionne très très bien, qui est. Oui, Anne-Marie. Oui, tout simplement, comme ça va être éphémère, c'est-à-dire 1 ou 2 semaines, il va falloir qu'il y ait une communication importante, parce qu'il y a un certain type d'activités qui vont attirer les gens, et il faut qu'ils se dépêchent, parce que ça ne dure pas éternellement, quoi. Entre 1 et 2 semaines, il faut s'organiser pour en bénéficier. Donc il faudra qu'on veille bien à communiquer avec les outils de la ville pour que les gens sachent que de telle date à telle date, il y aura un marchand de chapeaux. Ouais, c'est prévu. Hein, voilà. C'est bien sûr prévu. Voilà, hein, bien ça me sûr. semble important. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on va tester ça, c'est intéressant. Ça va animer en tout cas notre centre-ville, c'est bien l'objectif. On se donne beaucoup de mal pour l'animer ce centre-ville et ça commence à prendre. Voilà, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas, je vous remercie. On va passer à 3 délibérations singulièrement voisines. Il s'agit d'aliénation de véhicules, donc tu nous fais un package, Julien? Il y a 3 votes, mais tu fais une présentation bloquée. Alors, 3 délibérations sur des aliénations de véhicules acquis entre 2006 et 2007 par la commune. Très clairement, ces véhicules ne sont plus du tout en état de rouler. Ils ont été mis en concurrence. Avant, on disait en chair, mais on doit dire une mise en concurrence sur le site Agora Store en décembre 2021. C'est la même société qui a procédé à l'acquisition des véhicules. On est obligé de passer en conseil municipal puisque l'acquisition est supérieure à 4 600 €. Donc ces 3 véhicules, il y en a un qui est acquis pour 5 324 € net, un autre pour 6 000 € net et le troisième pour 5 937 € net, soit un total de 17 261 € qui viennent dans les recettes de la ville. Donc il est proposé au conseil de voter, de décider l'aliénation de ces 3 véhicules. Merci, des questions? Monsieur Duez. On va faire un package. On n'allait pas rater ça. Oui. Voilà, c'est essentiel. Non, c'est juste une petite remarque. Étant donné que voilà, sur le premier véhicule, il n'a que 53 000 km au compteur. L'autre, depuis 2000, 53 111. Ouais. Le deuxième, 104 000. Et le troisième, 128 000 en 2007. Ouais, ça fait 15 ans. Ils ont été accidentés ou quoi? Ou il y a des problèmes d'entretien? Parce que, enfin, 53 000, même un véhicule, je peux concevoir qu'il soit plus aux normes ou quoi que ce soit, mais 53 000 km ou même 100 000 km au bout de 15 ans, on roule pas beaucoup, ça je peux l'entendre, c'est bien pour l'écolo, mais l'entretien, enfin, je sais pas, c'est vraiment c'est pas une question polémique, c'est une vraie question. Voilà. Du tout, c'est une question qui relève des échanges de la commission, mais on va les traiter bien évidemment. Donc, je vais me permettre de suspendre momentanément la séance afin de donner la parole à notre directeur adjoint en charge des services techniques, Monsieur Carrera. Pouvez-vous nous éclairer sur ces aliénations et leurs bizarreries? Merci, Monsieur Carrera. Voilà, on reprend le cours de notre séance. Tout va bien. Je vous propose de voter sur la délibération donc numéro 14, des votes contre, des abstentions approuvées. La 15, contre, abstention approuvée. Et la 16, contre, abstention approuvée. Voilà, on termine par une modification du tableau des effectifs. Voilà, des créations.
Création importante, il s'agit de 3 postes d'adjoints techniques qui nous permettront donc de recruter des ASVP, agents de surveillance de la voie publique supplémentaires. Ces postes sont extrêmement importants, ce ne sont pas des postes de policiers municipaux, mais ils nous permettent de réguler donc un certain nombre de situations et singulièrement quand le centre-ville ou à certains moments il y a voilà beaucoup de monde, beaucoup d'animations, beaucoup de voitures, un peu dans tous les sens. C'est vrai que leur présence est particulièrement appréciée. Donc la création de 3 postes d'adjoint technique en ressources humaines, en hygiène et sécurité, création d'un poste d'adjoint administratif principal. Voilà pour intégrer un agent dans la filière administrative suite à sa mutation interne. Pôle solidarité, un poste d'assistant socio-éducatif à temps complet suite à un départ en disponibilité et au remplacement sur un autre grade. Et puis, après les créations, des suppressions, c'est des toilettages pour suivre l'évolution des carrières des agents. Je pense à Madame Tifoura, par exemple, qui a été donc nommée sur un autre grade après réussite au concours. Madame Ludivine Allerbach, qui nous a quittés. Voilà, suppression d'un poste. Elle est partie suite à une mutation. Et puis, au service de restauration également, des évolutions s'agissant de grades qui nous permettent donc de supprimer certains grades pour positionner les agents sur d'autres grades. Voilà ce que je peux vous dire pour l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions ? Je n'en vois pas. Je soumets la délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Eh bien, écoutez, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Notre séance s'achève. Merci pour votre attention, votre participation. Merci aux internautes. Et très bonne fin de soirée à tous. N'oubliez pas de signer les registres.